Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y avait un double événement ce soir. Il y avait des gens qui devaient s'inscrire. Ils avaient jusqu'à 19 heures pour s'inscrire ici au bureau. Alors, pour les gens qui sont debout, qui veulent nous suivre, il y a une salle attenante juste à l'arrière où l'arrondissement a prévu avec un grand écran où vous pourrez nous suivre. Donc, je sais que pour vous, c'est peut-être inconfortable de ne pas être dans la salle, mais sachez que vous avez tout à fait accès à l'information puisqu'il y a un grand écran qui sera installé. Donc, si ça vous va, donc pour les gens, ce serait plus confortable. Il y aura des places assises. Oui, monsieur. Juste une petite seconde, si vous permettez. Est-ce que ce serait possible d'annoncer immédiatement une autre séance de consultation? Parce que d'un, être dans une autre salle, c'est pas intéressant, en tout cas, j'imagine. Et aussi, il y a tellement de monde que peut-être que c'est pas tout le monde qui va avoir la possibilité de poser les questions qu'ils voudront poser. Donc, il me semble que ce serait juste, pour dire ça comme ça, démocratique, pour permettre à plus de monde possible de participer convenablement et de pouvoir poser des questions. Et le cas échéant, ça voudrait dire repousser la date du 25 avril pour déposer des mémoires, pour que tout le monde ait le même laps de temps. Alors, je vous remercie de cette intervention. Effectivement, nous prévoyons toujours à l'Office des prolongements de séance au cas où, justement, il y aurait une participation qui est plus importante qui nécessiterait plus d'une soirée. Donc, dans la première étape, nous allons vous présenter le projet de règlement de l'arrondissement et le projet immobilier du promoteur. Dans la pause de 15 minutes qui suivra, les gens pourront s'inscrire pour les questions et selon le nombre de questions qui seraient présentées à la commission, on vous annoncera que possiblement, soit demain soir ou même demain après-midi, la séance pourrait être prolongée. Donc ça, on va le décider au cours de la soirée. Alors, si vous me permettez, nous allons débuter la séance. Je vous souhaite d'abord la bienvenue à cette séance de l'Office de consultation publique de Montréal qui porte sur le projet d'aménagement de l'îlot central du Technopôle Angus. La séance va se dérouler en français, mais les gens qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire en s'adressant à la commission. The meeting will be conducted in French, but if you wish to ask a question or address Commission in English, you are welcome to do so. Je m'appelle Bruno Bergeron, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal, que vous connaissez aussi sous l'acronyme de l'OCPM. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission, dans laquelle je suis secondé par les commissaires, Mme Mounia Benalil, ici à ma droite, et Mme Ariane Aymon à ma gauche. En support au travail des commissaires, on nous a délégué M. Mathieu Bardin, qui agit à titre d'analyste et de secrétaire de la commission, qui est ici à mon extrême gauche. À la table d'accueil, à l'entrée, vous avez été accueillis par Mme Christelle Lallier-Théberge et M. Laurent Lafontaine. Ces personnes sont là pour vous donner toute information qui est disponible. Pour toute autre information, vous avez accès aussi à M. Gilles Vézina, qui est attaché de recherche et de documentation à l'Office. Il est la personne ressource que vous devez contacter. Et si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, ces coordonnées se trouvent dans un dépliant qui est disponible à la table d'accueil. Je vous informe que l'Assemblée de ce soir est enregistrée par M. Serge Boissé à la sonorisation. De plus, l'ensemble des propos qui seront tenus ce soir et dans les autres séances, le cas échéant, seront transcrits par Mme Louise Philibert, qui est notre sténographe. Les transcriptions font partie du dossier de la documentation qui sera disponible à l'Office et sur le site Internet. Je souligne aussi la présence de M. Luc Doré, qui est parmi nous ce soir, qui est le secrétaire général de l'Office de consultation. L'ouverture de la séance ainsi que les présentations des représentants de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et de la Société de développement Angus sont diffusées en direct sur la page Facebook de l'Office. Je salue donc les personnes qui nous suivent à distance. Quelques mots maintenant sur la consultation publique et sur l'Office de consultation publique de Montréal. La consultation est avant tout destinée aux citoyens.
Ceux-ci ont le droit d'être renseignés sur les projets susceptibles de modifier leur cadre de vie, mais aussi de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les décisions des élus municipaux relatives à ces projets. Les consultations de l'Office sont crédibles, transparentes et efficaces. Elles n'ont pas pour objet de faire la promotion du projet. L'Office de consultation publique est régi par une charte de la Ville de Montréal, mais c'est une entité distincte et indépendante. Les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Ils sont neutres. Comme toute personne qui fait partie d'une commission, mes collègues et moi sommes engagés à respecter le code de déontologie des commissaires. Vous pouvez prendre connaissance de ce code à la table d'accueil et sur le site Internet de l'Office. Pour ce qui est du projet à l'étude ce soir, le Conseil municipal de Montréal a adopté le 20 février dernier 2 projets de règlement. Un projet de règlement apportant des dérogations au règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et un projet modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. Ces projets de règlement ont pour objet de permettre la réalisation de projets d'aménagement pour lesquels vous vous êtes déplacés ce soir. Le Conseil municipal a mandaté l'Office de consultation publique en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal afin qu'il mène la présente consultation. En conséquence, un avis public a été mené dans les journaux le 10 avril 2017, date à laquelle la documentation relative au projet a été mise à la disposition du public au bureau de l'Office et sur son site Internet. L'Office a aussi fait distribuer plus de 16 000 dépliants d'informations dans un large périmètre autour du Technopôle. Pour présenter les grandes lignes du projet, ces aspects de la réglementation d'urbanisme et répondre aux questions du public et de la Commission, sont présents les responsables du dossier à l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, qui sont ici à ma gauche, et les représentants de la Société de développement Angus, qui sont ici à ma droite. Pour toute information, une consultation menée par l'Office de consultation publique se déroule en 2 temps. La première partie est la séance d'information qui nous occupe ce soir. Elle a pour objet de permettre aux citoyens d'obtenir toute l'information possible sur un projet. La Commission écoutera donc toute personne désireuse de poser des questions sur le projet. Ce n'est en revanche pas encore le temps d'exprimer votre opinion. Vous allez voir quand vous venez au micro, si vous vous adressez à nous avec des commentaires, on va vous inviter à les colliger dans un document pour nous le présenter lors de la soirée d'audition des mémoires. Ce soir, c'est une soirée d'information sur le projet, donc on pose des questions à partir des documents qui nous ont été soumis ou de préoccupations que vous avez. Ce moment interviendra lors de la seconde étape de consultation, qui est consacrée à l'audition des mémoires et des points de vue. Une soirée d'audition des opinions se tiendra donc le mardi 25 avril en ces lieux à 19h. Cette étape est elle aussi très importante puisque c'est le moment privilégié pour nous faire part de votre opinion et de vos préoccupations et de vos commentaires. Veuillez noter que la date limite pour produire un mémoire ou vous inscrire pour une intervention orale est le jeudi 20 avril. Cette échéance nous permet de prendre connaissance de vos mémoires afin de rendre l'échange plus productif lors de la soirée d'audition. À la suite de la séance d'audition, la Commission analysera toute l'information qui lui a été soumise à l'oral comme à l'écrit. Elle en fera rapport au maire de la Ville de Montréal et au président du comité exécutif de la Ville. Ce rapport sera rendu public dans les semaines qui suivront. Je rappelle que les rapports de l'Office n'ont qu'une valeur consultative. Les décisions relatives au projet de règlement appartiennent au Conseil municipal de Montréal. Venons-en maintenant au déroulement de la séance de ce soir. Dans quelques instants, je vais inviter l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, puis la Société de développement Angus, à présenter les différents aspects du projet. Chacun disposera de 20 minutes. Après cela, nous prendrons une pause durant laquelle vous pourrez vous inscrire à la table ici à l'accueil afin de pour vous inscrire comme étant des citoyens qui souhaitent s'adresser à la Commission pour nous poser vos questions. Au retour de la pause, je vous inviterai à vous présenter à la table ici devant, selon l'ordre d'inscription. Chacune des personnes inscrites aura droit à 2 questions par intervention.
Je vous demanderai donc de limiter les préambules à ce qui est strictement indispensable pour la compréhension de vos questions. Nous permettrons ainsi au plus grand nombre de s'informer sur le projet. Puisque le registre restera ouvert jusqu'à 21h30, vous aurez la possibilité de vous réinscrire pour poser d'autres questions. Vos questions doivent toujours m'être adressées. Je solliciterai moi-même les représentants de la Ville et la Société de développement, selon le cas, à s'adresser aussi à la Commission. Donc, il n'y a pas d'échange entre l'arrondissement et le promoteur avec le citoyen. Les échanges se font avec la Commission. Vos questions doivent par ailleurs, mes collègues et moi-même pouvons intervenir à tout moment pour obtenir l'information supplémentaire ou certaines clarifications. Si une réponse ne peut être donnée ce soir, la Commission s'assurera qu'une réponse y soit apportée dans les meilleurs délais. Toutes les réponses, y compris celles qui interviendront plus tard, seront rendues publiques dans les prochains jours. Elles feront partie du dossier de documentation qui sera accessible à l'Office et sur son site Internet. En terminant, j'ai pour tâche principale de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous de bien se renseigner sur le projet. Pour y arriver, rien de tel qu'un climat serein et courtois. C'est pourquoi nous ne tolérerons ni manifestations, ni remarques désobligeantes, ni propos diffamatoires, ni attitudes méprisantes. Enfin, sachez que l'Office de consultation publique de Montréal a l'habitude de prendre des photos et des vidéos pendant la séance, pour ses archives et pour utilisation éventuelle dans ses publications. S'il y en a parmi vous qui ne veulent pas être photographiés ou filmés, veuillez nous en aviser en vous adressant au personnel de l'Office à la table à l'accueil. Je vous invite à éteindre vos téléphones cellulaires, si vous en avez. J'ai éteint le mien. J'invite maintenant M. Pierre Dubois, chef de la division urbanisme permis inspection de l'arrondissement Rosemont, à nous présenter les personnes ressources qui l'accompagnent ce soir à la table et dans la salle, puis de nous présenter les aspects réglementaires du projet. Bonsoir. Bonsoir. Juste avant de débuter, je ne sais pas si la salle derrière est toujours disponible, parce que je pense que les gens qui devaient s'inscrire ont dû quitter. Alors, juste pour votre confort, là, je me sens très mal à l'aise de vous voir debout comme ça, là, mais vous êtes invités aussi. Il y a des chaises de l'autre côté. Puis il y a un grand écran aussi qui vous permet d'avoir accès à ce qui se passe ici. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Au niveau de l'arrondissement, les représentants qui m'accompagnent, à mon extrême droite, il s'agit de Marie-Ève Boudreau, qui est ingénieure là, au niveau de la division des études techniques dans Rosemont-la-Petite-Patrie. À ma droite, M. Olivier Carignan de Caroufel, qui est conseiller en aménagement, qui est responsable du dossier de ce soir. C'est lui qui va faire la présentation un petit peu plus tard. Dans la salle également, qui nous accompagne, M. Stéphane Conant, peut-être Stéphane te lever, donc qui est chef d'équipe au niveau des conseillers en aménagement également, au niveau de la division de l'urbanisme, des permis, des inspections. Et également de la direction de l'habitation, on a M. Bernard Cyr et Martin Ferland qui sont également avec nous ce soir. Donc, si vous le permettez, nous allons amorcer la présentation, celle de l'arrondissement, afin de vous expliquer plus en détail l'objet de la demande. Bonsoir. Ça fonctionne? Oui. OK, excusez, je ne m'entendais pas. Donc, je vais vous présenter les deux projets de règlement qui encadrent le projet de développement du Technopôle Angus. Ma présentation va se faire en 3 parties. Tout d'abord, je vais faire une mise en contexte. Par la suite, je vais présenter très sommairement le projet que le promoteur va pouvoir présenter par la suite plus en détail. Et par la suite, je vais vous exposer les dérogations ainsi que les conditions associées au projet comme tel. Donc, pour encadrer ce projet-là, il y a 2 règlements. Donc, le règlement modifiant le plan d'urbanisme afin de modifier l'affectation du sol et ensuite un règlement autorisant la construction de bâtiments mixtes d'une hauteur de 6 étages et de 20 mètres maximum aussi, adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.
Donc, pour localiser le site, il est situé dans le secteur Angus de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Il s'agit d'un large terrain vacant d'environ 37 000 mètres carrés. Il est bordé par la rue Augustin-Frigon, l'avenue Mont-Royal, la rue Molson et la rue William-Tremblay. Il marque la jonction entre le secteur résidentiel d'Angus, situé ici, et le secteur plus industriel et commercial d'Angus, situé de ce côté-ci. Il est adjacent au parc Jean-Duceppe et il est adjacent des Locoshop Angus qui sont situés ici. Il est situé à proximité de l'emprise du CP qui fait office de barrière entre l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie et le plateau Mont-Royal. En 1995, quand il y a eu la modification réglementaire qui a permis le développement de ce secteur-là, il était prévu, il est toujours prévu, d'aménager une piste multifonctionnelle le long de la voie ferrée et un accès par l'avenue Mont-Royal et William Tremblay. Donc, ça figure toujours dans un entente de développement avec le CP. Parallèlement, actuellement, le plateau Mont-Royal travaille sur un PPU, le PPU du plateau S, à laquelle nous travaillons en partenariat pour améliorer les liens entre nos deux arrondissements, à laquelle nous travaillons notamment sur la question d'une passerelle reliant les deux arrondissements dans l'axe de l'avenue Mont-Royal. Donc, au niveau de l'historique du développement du site, en 1995, suite à la fermeture du secteur des ateliers Angus, il y a une planification détaillée du secteur qui a été effectuée. Donc, le secteur visé était destiné uniquement à la fonction industrielle, comme vous pouvez le voir sur ce plan-ci, et une approche de ségrégation des fonctions était apportée. Donc, on avait la section industrielle, la fonction commerciale, la fonction industrielle. Résidentielle, excusez-moi. Et l'idée d'investir dans les entreprises vient d'un exercice de concertation mené en 1994 qui a conduit au développement du Technopole Angus. Pour développer ce site-là, la SDA a été créée. Donc, ils vont pouvoir discuter davantage de ça. Et à l'objectif, ils misaient la création d'environ 2000 emplois. Maintenant, ils ont actuellement 2300 emplois, donc qui est atteint. Et ils misent actuellement un objectif de 3500 emplois avec une nouvelle approche. Autrefois, c'était vraiment une approche plus de parc industriel. Maintenant, c'est vraiment une approche plus intégrée ou qui mise sur la mixité des fonctions, la qualité de l'aménagement du domaine public pour attirer et maintenir les entreprises dans le secteur. Donc, si on voit l'évolution de l'affectation, donc en 1995, on voyait que l'industriel était plus dominant ici. Donc, on voit maintenant qu'il y a une réduction de l'espace dédié à l'emploi au profit de l'habitation. Et aussi, on voit aussi l'émergence d'un pôle commercial Angus Maisonneuve et la présence de commerce le long de la rue Masson. Donc, vous voyez vraiment avec le centre d'achat Maisonneuve, le Provigo, l'émergence d'un pôle commercial ici et aussi le développement de commerce le long de la rue Molson. Il faut savoir que dans le projet Nord-Ampac, situé au nord de la rue Saint-Joseph, il y a une quantité commerciale obligatoire qui est prévue dans le projet, qui n'a pas encore lieu parce que ce n'est pas tout construit actuellement le long de la rue Molson. Donc, si on regarde aussi l'évolution du secteur en fonction des projets, donc le secteur Angus a été développé d'est en ouest avec une évolution des typologies d'habitation et des hauteurs. Donc, on est parti avec des bâtiments plus de 2 étages et on a une gradation de hauteur avec un 4 étages autour du parc et la présence de 6 étages qui ne sont pas encore construits mais prévus dans le projet à la fois Solotech et dans le projet situé au nord de l'avenue Mont-Royal ici. Et si on regarde aussi à proximité, le projet du Nord-de-Lec, pas Nord-de-Lec, Nord-Ampac, prévoit 6 à 10 étages ici. Et le projet U31 qui prévoit des bâtiments de 8 à 6 étages qui sont présents ici. Donc, si on regarde plus et tous ces projets-là ont permis de retisser les liens entre les différents quartiers parce que c'était un immense terrain industriel qui séparait les quartiers. Donc, si on voit dans l'évolution du secteur plus précisément en bordure, donc,
On voit vraiment qu'il y a des bâtiments de 4 étages ici, mais il y a des bâtiments aussi de 6 étages qui sont prévus ici. Et si on regarde au niveau des fonctions, des bâtiments plus industriels, les bâtiments, étant donné les hauteurs plancher-plafond plus importantes, malgré que ce soit des 4 étages, ils peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur, donc comme l'ordre des infirmières, les locaux-shops, par exemple. Et plus loin, évidemment, on a des bâtiments plus élevés, là, avec U31, avec du 8 étages, là, qui donnent sur la rue Rachel. Si on passe maintenant au projet, le projet prévoit la construction de 2 bâtiments répartis en plusieurs phases, qu'on va appeler des blocs dans le règlement. Donc, premièrement, il y a un bâtiment qui est séparé, qui est le bâtiment de logement social situé ici, et par la suite, ça va être un seul bâtiment relié au sous-sol, et qui va être développé par phase sur ce secteur-là. Donc, dans ce projet-là, on vient localiser les fonctions industrielles et emploi, j'appellerais plus emploi, le long de la rue Molson et William Tremblay. Et le long du parc et de Mont-Royal, on vient implanter l'habitation en lien, dans le fond, avec la situation existante. Donc, les lieux d'habitation sur le côté nord ou est, donc c'est en lien avec ça. Donc, ça vient faire comme une espèce de transition entre les deux milieux. Du projet, il y a 52 des superficies planchées qui sont dédiées à l'emploi. Il y a 400 logements qui est prévu. De ces 400-là, 80 sont des logements abordables. De ces 80 %-là, 35 auront une superficie pouvant répondre aux besoins des familles. Et il y aura 20 de logements sociaux qui est prévu sur le site. Le projet prévoit 540 unités de stationnement intérieur. La hauteur maximale permise, ça sera 6 étages, 20 mètres. Et la densité maximale qui est autorisée dans le secteur, c'est 3. Elle est dans l'ensemble maintenue, mais puisque lui il est séparé du reste du projet et qu'il ne peut pas bénéficier dans le calcul des espaces libres, il y a une densité de 3,5 cela. Donc, l'objectif, c'était de redistribuer la densité permise de manière à dégager le sol afin de permettre l'aménagement d'espaces publics de qualité. Au niveau de l'aménagement des espaces extérieurs, donc le projet est articulé autour d'une diagonale qui relie 2 places publiques et un boisé au plein cœur. C'est relié par une allée piétonne où certains véhicules pourront circuler dans cet endroit-là. Il s'agit d'espaces qui sera privé, mais dont le public aura accès à travers une servitude qui devra être concédée à la ville, garantissant l'accès public au secteur. Et les fonctions en lien en fonction des places, donc les fonctions commerciales sont prévues en bordure des places et le long de cette diagonale-là, et aussi le fait que les logements devront être accessibles directement à partir de ces espaces-là, ceux qui sont situés au rez-de-chaussée, va permettre d'animer et de faire en sorte que cet espace reste public et accessible à tous. Cet espace-là aussi va servir à la gestion des eaux pluviales sur le site comme tel du projet. Dans le projet, on prévoit aussi l'aménagement d'un corridor de biodiversité qui relie le talus du CP au parc Jean-Duceppe dans cet axe-là ici, et qui est un accès supplémentaire au talus qui va être prévu dans le projet. Donc, la SDA délaisse le modèle du parc traditionnel afin de créer un véritable milieu de vie complet de qualité susceptible d'attirer des entreprises. Au niveau des études, il y a plusieurs études qui ont été présentées dans le projet, notamment sur l'étude d'impact sur l'ensoleillement, l'étude d'impact sur la structure commerciale. On ne présentera pas toutes les études une à la une. Quand il y aura des questions, on pourra les répondre, mais on va vous présenter quand même l'étude d'impact sur la circulation et le stationnement du secteur. Donc, au niveau du stationnement, il faut savoir que le projet est tout à fait conforme à la réglementation, donc il n'y a aucune dérogation en termes de nombre de stationnements. Selon l'étude qui a été déposée, l'offre devrait répondre à la demande et il propose aussi une mesure de gestion du stationnement qui fait en sorte que le stationnement qui sera offert serait géré de façon à ce qu'il soit optimisé au maximum. Par exemple, qu'un résident part, il pourrait être utilisé par un autre utilisateur. Il y a aussi, en termes de circulation, l'impact est évalué comme faible. Le seul élément, c'est la détérioration du virage à gauche à l'intersection de la rue du boulevard Saint-Joseph et de la rue Molson, située ici, qu'on constate déjà certaines problématiques et qu'on va prendre en compte avec le temps. De toute façon, le projet va s'échelonner sur une dizaine d'années avant d'être complété.
Au niveau du transport collectif, il y a eu des améliorations, notamment avec la 25 qui relie dorénavant le métro Préfontaine. Il faut savoir aussi que le promoteur propose le programme Voyager futé, donc qui offre à certaines personnes une passe d'autobus pour l'année. Il offre aussi une passe Bixi pour une année, puis le forfait de base Communauto. Et il offre aussi 3% des unités en autopartage sur le site. Au niveau des dérogations, au niveau du plan d'urbanisme, le secteur, il y a une modification demandée parce qu'on est en secteur d'emploi. Donc, c'est seulement des entreprises qui sont autorisées et du commerce qui peut être là. Aucune habitation est permise. Donc, pour permettre de l'habitation, une modification est demandée pour aller dans activités diversifiées. Cette modification est toutefois conforme au schéma d'aménagement qui prévoit déjà ce secteur-là comme activité diversifiée. Au niveau de la densité, au plan, le projet est 100% conforme. C'est un projet de 6 étages. Au niveau des dérogations au règlement d'urbanisme maintenant. Au niveau de la hauteur, il y a une dérogation au nombre d'étages permis. Donc, on vient permettre 6 étages au lieu de 4. Par contre, la hauteur en mètres, elle est maximale prescrite, elle est maintenue. Donc, c'est 20 mètres. C'est 20 mètres qui est autorisé à ce niveau-là. Au niveau de la densité maintenant, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la densité c'est la superficie plancher autorisée par rapport à la superficie de votre terrain. Par exemple, vous avez un terrain de 100 mètres carrés. Si on a une densité de 3, vous avez le droit de construire un bâtiment de 300 mètres carrés. Donc, au niveau de la densité, pour la densité minimale, il y a une densité qui est augmentée à 1,2 pour être en conformité avec le schéma d'aménagement qui exige une densité minimale à l'hectare au niveau du schéma qui oblige une augmentation à 1,2 au lieu de 1. Au niveau de la densité maximale, elle est maintenue, sauf pour le bloc 8, le bâtiment de logement social, parce que les espaces extérieurs ne peuvent pas être pris en compte vu qu'il est sur un lot à part. Donc, c'est 3,5 qui a besoin comme taux d'implantation, comme densité. Au niveau du taux d'implantation, qui est en fait l'empreinte au sol du bâtiment, actuellement sur le site, ce qui est autorisé, c'est jusqu'à 84% du terrain pour être construit. Dans le projet de règlement, afin de dégager l'espace pour permettre l'aménagement d'espaces publics de qualité, en fait, on vient mettre un maximum de taux d'implantation à 50% du site, sauf pour le bloc 8 où le maximum est de 60%. Un élément que j'ai oublié de mentionner pour la hauteur, au niveau de la hauteur, afin de minimiser l'impact au maximum pour l'ensoleillement, le bloc 8 qui est situé ici, 40% de l'aire de bâtiment aura une hauteur maximale de 4 étages afin de réduire la hauteur de ce bâtiment-là qui est situé le long de l'avenue Mont-Royal. Juste pour vous relocaliser, ça c'est Mont-Royal ici, ça c'est Augustin Frigon, William Tremblay puis Molson. Donc, et concernant les marges, afin de garantir de pouvoir permettre la plantation d'arbres de moyen à grand calibre en bordure des rues, on a prévu des marges en conséquence et on les a prévues à même le règlement. Ensuite, concernant les usages, pour les blocs 1, 3, 5 et 7 qui sont situés le long de la rue Molson et William Tremblay, c'est la section d'emploi. Donc, l'industrie légère de type I2 qui est permise actuellement dans le secteur est toujours autorisée. Donc, c'est des industries de type de la fabrication d'accessoires de vêtements, l'assemblage d'appareils électriques, de la construction d'enseignes notamment, ou de jouets. Ensuite, il y a garderie, école primaire et activité communautaire qui est autorisée. Les usages commerciaux déjà autorisés dans la zone actuellement sont maintenus, comme par exemple épicerie, papeterie, restaurant, bureau, clinique médicale. Ce qui est ajouté par contre, c'est l'usage accessoires et appareils électriques et informatiques, accessoires personnels et articles de sport et loisirs, donc pour la vente. Tout ce qui est vente au détail et restauration, la superficie d'un établissement est limitée à 300 mètres carrés. Et le promoteur nous a demandé d'avoir l'autorisation de l'usage salle de spectacle. Nous, on a demandé qu'il y ait au moins un maximum de superficie de 2000 mètres carrés qui est applicable en fait à toutes les salles de spectacle qui sont prévues sur notre territoire. Pour l'usage des boissons alcooliques qui a été demandé aussi, il y a une superficie maximum qu'on a demandé de 200 mètres carrés pour limiter les nuisances par rapport à ça. Et pour faire en sorte d'avoir une bonne cohabitation avec l'habitation, les usages des boissons alcooliques, salle de réception, salle de spectacle,
sont autorisés seulement le long de la rue William Tremblay, Molson et autour de la place 1 qui est située ici. Pour les blocs 2, 4 et 6 qui comportent l'habitation le long de Augustin-Frigon, l'usage habitation est autorisé de 37 logements et plus. 35% des logements auront au moins une superficie d'au moins 96 mètres carrés et un espace libre privé extérieur d'au moins 7 mètres carrés. Les espaces commerciaux institutionnels permis dans le bloc d'emploi qu'on a mentionné ici sont autorisés, sauf débit de boissons alcooliques, salle de réception et salle de spectacle. Les usages commerciaux sont limités à une superficie de 300 mètres carrés par établissement. Pour ce qui est du bloc commun, quand on parle du bloc commun, c'est tout ce qui est espace libre, la place, tout le bloc central, le passage. Il n'y a aucun bâtiment au-dessus du sol qui est autorisé et aucune clôture pour permettre le libre accès au site. Le bloc 8, qui est le bâtiment réservé aux logements sociaux, il y a de l'habitation, 37 logements qui est prévu. Et pour l'ensemble du bloc, il y a une obligation commerciale qui est demandée autour des places pour garantir qu'il va y avoir du commerce au rez-de-chaussée à ces endroits-là et les cafés-terrasses vont être autorisés. Au niveau il y a une dérogation au niveau du règlement de lotissement à cause du phasage. Il se peut que les bâtiments ne soient pas reliés automatiquement dès le départ. Donc, ça se peut qu'il y ait deux bâtiments sur le même lot qui soient prévus. Donc, il y a une dérogation à cet effet qui est prévue à même le règlement. Pour encadrer d'autres éléments par rapport au projet qu'on trouve important à encadrer, tout d'abord, on interdit tout l'aménagement d'espaces d'unités de stationnement extérieures sur le site. On exige que les 3 unités de stationnement destinées à l'autopartage soient vraiment prévues dans le règlement. Tout ce qui est quai de chargement soit aménagé à partir des rues Molson et William Tremblay. Donc, pour éviter qu'il y ait du camionnage dans les rues plus résidentielles autour du parc, on aimerait mieux qu'il soit concentré sur ces rues-là. Pour tout ce qui est d'intégration des équipements mécaniques, il va y avoir des normes prévues pour les retraits, les écrans au toit. On va exiger un plan d'aménagement paysager, puis on va exiger des lettres de garantie bancaire pour garantir la réalisation des projets tels que les plans. Parce que le projet, toute phase du projet, tout ce qui est construction, agrandissement, transformation d'une partie visible du bâtiment va devoir être vu en vertu du titre 8 du règlement d'urbanisme, qui est en fait une révision architecturale ou communément appelée PIA. Donc, et qui va viser, il y a plusieurs objectifs et critères, je vais juste vous faire part des objectifs, qui consistent à l'intégration harmonieuse du bâtiment au tissu urbain existant tout en étant contemporain, la construction d'un bâtiment et d'infrastructures écologiques durables de qualité, l'intégration visuelle d'un équipement technique et mécanique, à assurer une compatibilité entre les usages industriels, commerciaux et résidentiels sur le site et dans le secteur environnant, à favoriser la création d'un environnement unique, verdoyant, attrayant et sécuritaire pour le piéton. Finalement, il y a certaines dispositions qui ne peuvent pas être encadrées par un règlement parce que la loi sur l'aménagement ne prévoit pas ces dispositions-là. Dans ces cas-là, on doit faire un accord de développement pour venir encadrer ces différentes clauses-là. Concernant certains travaux d'infrastructure, le promoteur prévoit l'aménagement de saillies le long de l'avenue Molson, donc ils seront payés à ses frais et c'est prévu dans l'accord de développement. Tout ce qui concerne servitude pour garantir l'accès public des espaces communs ici et du corridor de biodiversité seront prévus dans cette servitude, dans cet accord-là. Tout ce qui concerne la gestion dynamique du stationnement, les unités de stationnement avec des bornes rechargeables, le passeport mobilité seront prévus dans cet accord-là. Tout ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, notamment pour éviter l'encombrement du domaine public et le bon fonctionnement de la collecte, va être aussi prévu. Et tout ce qui concerne la mesure visant à réduire les rejets aux eaux usées vont être aussi mentionnés à cet endroit-là. Donc, voici en gros ce qui résume le projet. Alors, je vous remercie beaucoup. J'inviterai maintenant M. Christian Iaccarini, qui est président directeur général de la Société de développement Ingus, à nous présenter les personnes ressources qui l'accompagnent ce soir à la table et dans la salle, puis de nous présenter le projet de l'îlot central du Technopôle Ingus. M. Iaccarini. Merci. 1, 2, oui. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, bonsoir. Monsieur Iaccarini, vous vous adressez à la commission. Pas au Président. Ici. OK, excusez-moi. Alors, messieurs et madame de la commission, je suis content de voir... Monsieur Iaccarini.
Monsieur Iaccarini, présentez-nous les gens qui sont ici, puis vous vous adressez à la commission. Je vais m'asseoir là, ça va être plus facile pour moi de vous regarder. Alors, je suis accompagné de Maude Brochu, qui est urbanisme à la firme Provencher-Roy. Il y a dans la salle des professionnels qui ont travaillé avec nous depuis 3 ans sur le projet. Claude Provencher, qui est architecte chez Provencher-Roy. Sylvain Garriépi, qui est urbaniste chez Provencher-Roy. Il y a Michel Langevin, notre architecte paysagiste, qui est chez NIP Paysage. Et j'ai 3 personnes de l'équipe de la SDA qui sont ici, Charles Larouche, Daniel Farland et Philippe Lamarre, qui pourront appuyer lors de périodes de questions. J'ai pas une présentation en technique. Moi, je vais plus présenter les orientations qui ont défini le projet. Et si vous permettez, messieurs et madame les commissaires, je vais un peu mettre ça dans le contexte du développement d'Angus depuis 20 ans. Le projet est né... Bon, ça, c'est les shops Angus que les plus vieux ont connus dans les années 40 et 50, qui ont été au cœur de la naissance de notre quartier qui est Rosemont. Et en 91, les shops Angus ont fermé définitivement leurs portes. À ce moment-là, il y avait 20 % de chômage dans le quartier. On assistait à une désindustrialisation massive, à une augmentation de la pauvreté dans nos quartiers. Ce grand terrain se libérait et les emplois fuyaient l'Est de Montréal. Et donc, les organismes du quartier, les commerçants, les syndicats se sont réunis autour de la SEDEC Rosemont-Petite-Patrie et ont développé une utopie qui était d'acquérir une partie du terrain Angus et de relancer l'emploi, alors, comme je vous disais, que les entreprises quittaient le territoire. Alors, c'était une utopie, mais l'utopie est peut-être ce qui n'est pas encore réalisé. La SEDEC a réussi à obtenir une entente avec le Canadien Pacifique, une option d'achat sur 10 ans, lui permettant d'acquérir au fur et à mesure 2,4 millions de pieds carrés. Une fois que la SEDEC a signé cette entente, elle a mis sur pied la Société de développement Angus, qui est un organisme à but non lucratif, qui l'est toujours, et lui a donné le mandat d'acquérir le terrain et le développer. Alors, la Société de développement Angus s'est mise au travail et il y a 3 éléments qui ont guidé tout le long les travaux de la SDA. Un, c'était de maximiser la création d'emplois. M. Carignan de Carufel disait tout à l'heure, nous avions un objectif au départ de 2000 emplois. Au moment où on se parle, on a 2500 emplois. Depuis les dernières statistiques, il y a une nouvelle entreprise qui s'est installée. Donc, on a 2500 emplois répartis dans 13 bâtiments et 57 entreprises. Nous avons acquis le terrain. La SDA a acquis le terrain au bout des 10 ans, tel qu'entendu dans l'entente avec le Canadien Pacifique. Et nous avons commencé à développer le site bâtiment par bâtiment. Entreprise par entreprise. Il ne faut pas se compter d'histoire. Attirer une entreprise, c'est une bataille de tous les instants. Le centre-ville de Montréal offre des locaux. Il y a beaucoup de locaux vacants dans le centre-ville. On est en compétition avec d'autres secteurs, Boucherville, Saint-Laurent, etc. Donc, le défi, c'était d'attirer des entreprises, de créer un milieu de vie intéressant, et de favoriser un développement durable. Au niveau du développement durable, lors des périodes de questions, on pourra élaborer un peu plus. Mais l'idée était de faire en sorte que le Technopôle Angus ne ferme pas ses portes à 17 heures quand les employés s'en vont et d'en faire un lieu vivant. Et alors, évidemment, quand tu as 25 employés sur le site, c'est difficile d'en faire un lieu vivant. Donc, on le fait au fur et à mesure. Et un des éléments qui a été important, c'est l'arrivée du CLSC. Quand le CLSC Rosemont est allé en appel d'offres, on a tout fait pour l'avoir, parce que c'était un équipement communautaire qui venait s'installer sur le site. Un équipement communautaire, ça amène du monde. À partir du moment où tu as d'autres mondes que des travailleurs qui viennent, tu peux commencer à bâtir une animation. Et c'est là qu'on a commencé, on a créé littéralement des cliniques médicales, cliniques de radio, toujours pour offrir des services aux citoyens, créer une animation, des restaurants, le spa, le gym, j'en passe. En même temps, il s'est passé une mutation chez les entreprises où on s'est aperçu que les entreprises, justement, ne voulaient plus aller s'installer dans des parcs d'entreprises, mais quand elles voulaient s'installer à Montréal, voulaient aller dans un milieu de vie. Le Myland, le Mylex, la rue Saint-Laurent, on est dans cette dynamique-là. C'était relativement facile pour la SDA de virer sa stratégie parce qu'on est en milieu résidentiel, on est dans un cadre de vie. Donc, on a décidé de prendre un temps d'arrêt, de revoir un peu ce que M. Olivier Carignan-Carufel disait tout à l'heure, de revoir notre stratégie et de dire comment on peut faire en sorte,
tout en continuant à attirer des entreprises, à créer de l'emploi, à faire en sorte que ce soit vraiment un vrai milieu de vie. Toujours en intégrant aussi la question du développement durable. Et au niveau du développement durable, parce que le changement qu'on demande, c'est dans le fond d'avoir un usage résidentiel sur une partie du terrain. Hein. Le grand changement qu'on fait, qu'on demande, c'est celui-là. Pourquoi on voulait du résidentiel? Un, au niveau du développement durable. Nos bâtiments, bureaux, émettent continuellement, dépensent, voire gaspillent de l'énergie qui est évacuée par les cheminées, qui est évacuée par les airs. Alors, on a travaillé à développer un projet où on va pouvoir récupérer l'énergie qui est produite par les bâtiments bureaux le jour et les transférer dans les bâtiments résidentiels le soir et la fin de semaine parce que les deux marchent, grosso modo, sur des fuseaux horaires différents. Donc, il nous fallait un émetteur, si on l'avait, qui était les bâtiments bureaux, mais pour pouvoir le récupérer, il nous fallait un récepteur qui est le résidentiel. Deuxième raison pour laquelle on voulait un résidentiel, c'est que si tu veux de l'animation, il faut qu'il y ait du monde autour. Il faut qu'il y ait du monde. Alors, on a commencé à travailler sur les places publiques. La diagonale, qu'on appelle la diagonale dans notre jargon, c'est une rue piétonnière, avec 3 places publiques, c'est-à-dire le boisé urbain et 2 places publiques aux 2 extrémités. Au niveau du résidentiel, notre projet vise 2 catégories de citoyens, 2 catégories de résidents. Alors, on s'inscrit tout à fait dans la stratégie d'inclusion de l'arrondissement qui est de dire qu'il faut 20 % de logements sociaux. Ça fait 84-85 logements sociaux dans le projet. Et l'autre volet, qui est je rappelle que la stratégie d'inclusion, c'est 20 % de logements abordables de l'arrondissement. Nous, on arrive avec 80 % de logements abordables, dont, je ne vais pas me tromper, dont 75 %, c'est du 3 chambres à coucher. Donc, quand on parle de la rétention de famille, c'est ça notre objectif. Et les gens qu'on vise, ce sont des gens qui ont des revenus de ménage. Je dirais grosso modo entre 80 et 120 000 $ de revenus de ménage. Des gens qui, en ce moment, à leur première maison, ne sont pas capables d'acheter dans nos quartiers parce qu'un duplex se vend trop cher compte tenu de ces revenus-là. Ils s'en vont en banlieue, à Repentigny, à Le Gardeur, etc. Pas parce qu'ils veulent nécessairement la vie de banlieue, mais parce qu'il y a un exil hypothécaire dû à le coût des résidences. Donc, on a travaillé énormément avec la firme Rayside Labossière. J'ai oublié de dire qu'il y avait aussi Antonin Labossière qui est ici, à développer un produit résidentiel très compétitif au niveau des coûts, où on a maximisé au maximum le coût du terrain, la densité. Quand on a réduit, suite à une consultation de 25 mètres à 20 mètres, ces 2 étages qu'on enlevait sur le projet pour satisfaire les résidents, bien, il fallait trouver une autre façon d'équilibrer. On pense l'avoir trouvé. Et en plus, j'y répondrai plus tard, on a créé un fonds pour favoriser l'accès à la propriété à des gens qui veulent acheter une première maison. C'est ces éléments-là qui font qu'on a demandé un volet résidentiel. Au niveau écologique, ce qu'on vise, c'est une certification LEED ND Platine. LEED ND, c'est LEED Neighborhood, ça veut dire l'intégration du projet dans son quartier. On vise une certification LEED Platine. Donc, on est dans les hauts standards. On s'est promené, on est allé en Scandinavie, on est allé aux États-Unis, on est allé à Vancouver, regarder les projets. On pense être capable de faire un projet en termes de développement durable être une référence au niveau mondial. Je vais passer la parole à Mme Brochu. Je pense que j'ai pris plus que 10 minutes. D'accord. Alors, pour commencer, je vous donne un peu les 5 orientations qui nous avaient été données, nous, en tant qu'équipe de conception. Donc, premièrement, la création d'emplois, donc créer un milieu qui soit attractif pour les gens d'affaires. Ensuite, l'intégration harmonieuse au tissu urbain existant. L'appropriation du site par les gens du milieu, donc créer un lieu dynamique auquel les gens auront envie de s'y rendre. La gestion écologique du cadre bâti et des infrastructures, donc dans la continuité de tout le développement du Technopôle Angus. Et finalement, la rentabilité financière du projet. Donc, oui, rêver, mais rester réaliste en termes de montage financier. Donc, voici le site qui se présente dans son contexte en 2014. Donc, on voit bien ici la dichotomie entre les 2 milieux adjacents. Donc,
milieu résidentiel à l'est, un milieu bien consolidé, assez homogène avec peu de services de proximité pour les résidents. Puis à l'ouest, le Technopole Angus, donc un milieu d'emploi développé grosso modo de manière conventionnelle avec des bâtiments de grande superficie et des grandes aires de stationnement extérieures qui peuvent créer des fois une perception d'insécurité ou de vide quand on se promène. Donc, pour essayer de créer ce lien entre ces deux milieux, le premier geste, le premier parti qu'on a pris, ça a été de réfléchir tout d'abord l'espace public, donc l'espace au sol qui est le premier contact des gens avec le projet. Donc, vite, cette idée de découper le site en diagonale avec ce lien piéton qui nous permettait de connecter d'une part à l'est le milieu résidentiel avec le parc Jean-Duceppe et la deuxième avenue qui sera ouverte dans les prochaines années. Puis, à l'ouest, créer vraiment un cœur animé pour le Technopole Angus, processus qui a commencé à prendre forme avec l'aménagement de la place Léopold-Beaulieu qui a été inauguré en 2015, aussi aménagé par la firme Né Paysage. Puis aussi, l'idée, c'était vraiment d'encadrer l'espace public par les bâtiments et de ramener tout ce qui est infrastructure comme les stationnements en souterrain pour vraiment créer un projet très urbain. Ensuite, on a réfléchi les connexions paysagères. On a quand même deux parcs, deux espaces verts d'envergure qui bordent le projet. Premièrement, un parc à vocation résidentielle, le parc Jean-Duceppe à l'est, aménagé avec des jeux pour enfants, cours de tennis, jeux de pétanque, donc très structuré. Puis, à l'ouest, le talus ferroviaire. Ça, c'est un fait méconnu, mais les friches ferroviaires sont quand même des foyers de biodiversité à Montréal. Puis l'idée, c'était de créer des connexions écologiques entre ces deux espaces verts pour permettre la migration de la biodiversité. Puis aussi des connexions urbaines. Monsieur Carignan, tantôt, parlait du projet de piste multifonctionnelle qui longe la voie ferrée, qui en ce moment s'arrête au niveau de la rue Iberville. Et le projet de la Ville de Montréal consiste à éventuellement prolonger cette piste multifonctionnelle jusqu'à la route verte qui borde le fleuve Saint-Laurent. Donc, nous aussi, c'était de créer des connexions de mobilité vers le talus. Donc, ici, ce plan démontre bien la proportion entre les espaces qui seront non bâtis, donc ce qu'on appelle le bloc commun en jaune, avec cette grande rue partagée, surmontée de deux places publiques urbaines aux extrémités et avec le boisé central. Puis, ces corridors écologiques là, qui font le lien entre le talus ferroviaire et le parc. Les zones assurées démontrent les zones constructibles, donc qui ne seront pas aménagées par des bâtiments au grand complet parce qu'il va y avoir quand même des marges à respecter, des cours, des espaces extérieurs aménagés. Mais ce sont les espaces constructibles, grosso modo. Donc, voici le projet en question. Donc, pour la portion résidentielle, on parle de 80 unités environ de logement social, donc dans une coopérative d'habitation gérée par un organisme à but non lucratif, et 320 unités de condos destinés aux familles, comme M. Iacarni le disait si bien, et logements abordables, donc vendus à un prix qui est abordable selon des critères fixés par la Ville de Montréal. Du côté de l'emploi, ce sont 45 000 mètres carrés de superficie de plancher qui seront principalement destinés à accueillir des espaces bureaux et puis finalement des espaces à vocation commerciale ou communautaire pour venir vraiment animer l'espace au niveau de la rue. Oui, puis ce sont des bâtiments, comme vous l'avez dit, de 4 à 6 étages pour un maximum de 20 mètres. Donc, l'approche écologique, comme M. Iacarni en parlait, le projet vise la certification Platine LEED, donc qui comporte une dimension de conception écologique des bâtiments en eux-mêmes. Donc, on pense évidemment à la réduction de la consommation de l'eau potable via notamment la récupération des eaux de pluie, l'aménagement de toitures vertes ou blanches pour la réduction des îlots de chaleur, éventuellement l'installation de panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie. On pense aussi au niveau des espaces extérieurs,
l'aménagement de potagers, des végétaux qui maximisent la biodiversité, maximiser les connexions avec le site environnant, puis aussi cette idée de la fameuse boucle énergétique qui consiste justement à transférer les excès d'énergie produits dans une journée, par exemple, par les bâtiments d'emploi vers les bâtiments résidentiels le soir et la nuit, via le vecteur, le médium qui sera l'eau, dans ce cas-ci. Donc, on commence une petite incursion dans le projet. Voici une vue 3D du projet dans son ensemble. Ici, ce qui est important de dire, c'est que l'architecture des bâtiments, précisément, n'est pas encore définie. Elle va se raffiner au fur et à mesure que le projet sera conçu. Par contre, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une volumétrie, une implantation qui donne l'idée là, de comment le projet s'insère dans son environnement. Donc, voici une vue des bâtiments d'emploi à partir de la rue Molson à l'angle de l'avenue du Mont-Royal. Ce qui est intéressant de voir sur cette image, c'est évidemment qu'ici, les toitures ne sont pas considérées comme un espace résiduel, mais bien comme une 5e façade des bâtiments. Donc, on optimise l'utilisation de ces superficies pour l'aménagement de toitures vertes, terrasses, espaces de vie. Ensuite, une vue de cette fameuse diagonale, la rue partagée au niveau du sol. Donc, un espace très minéral qui agit un peu comme le prolongement des rez-de-chaussée des bâtiments adjacents. Puis, quand même aménagé avec des encadrements, des alignements d'arbres, avec du mobilier pour favoriser la détente et la socialisation. Ensuite, le fameux boisé central, donc on a toujours vu comme un peu le poumon du projet, un espace très vert. Ça, c'est une vue d'hiver, mais durant l'été, cet espace sera aménagé comme une place inondable, donc qui permettra de recueillir, de gérer 90% environ des précipitations annuelles sur le site. Puis l'hiver, il y a aussi ce projet de créer une butte avec toute la neige qui tombera sur le site, de créer une butte qui pourra donner, c'est ça, un aspect ludique et récréatif à cette neige qui est normalement rejetée. Donc, ici, une vue de la place du quartier, qu'on appelle, donc qui est à l'angle de la rue Augustin-Frigon et l'avenue du Mont-Royal, qui agit un peu comme prolongement de l'espace public adjacent, donc le parc Jean-Duceppe, et qui sera surmonté, entouré de commerces plus à vocation résidentielle. Donc, on pense café, fleuriste, dépanneurs, etc. Puis ensuite, une vue de ce qu'on appelle la place centrale, donc qui vraiment vient consolider le cœur d'activité du Technopole Angus, donc avec des activités plus liées au divertissement, comme restaurant, bistrot, puis une œuvre d'art s'il y a lieu, donc ici, ironiquement, le Buff Angus. Une vue d'un corridor écologique en milieu d'emploi, donc qui rappelle un peu l'aménagement des ruelles vertes à Montréal, où les végétaux seront vraiment choisis pour maximiser le potentiel de percolation de la biodiversité vers les espaces verts adjacents, puis aussi pour rediriger l'eau de pluie vers la place, le boisé central, la place inondable. Et finalement, pour conclure, une vue d'une cour intérieure à vocation résidentielle, donc des espaces assez grands pour aménager des potagers, avoir des espaces de jeu pour les enfants, peut-être des enclos à vélo, tout ce qui fait que ça crée un esprit de communauté, puis des espaces sécuritaires pour s'amuser au sein du projet. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.